Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas vus ce matin. Vous m'entendez, ça va? Oui, oui. Alors, on va commencer le cours de calcul différentiel. Est-ce que vous avez, avant de démarrer, des questions sur ce qu'on a fait la dernière fois? De toute façon, on va le remettre en application un petit peu aujourd'hui et puis toutes les fois d'après, en cours et en TD. Donc voilà, on va commencer le chapitre calcul différentiel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais commencer par des rappels. Un rappel, deux, et puis expliquer un petit peu ce qu'on va faire dans ce chapitre. Si je considère une fonction f de R dans R, définie sur un voisinage de A, voilà, je vais faire une représentation graphique. Une fonction f, c'est la courbe A, f de A, alors, vous vous rappelez que on dit que f est dérivable en A si la limite quand h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A sur h existe. Voilà, ça il faut vous rappeler, f est dérivable en A. Lorsque cette limite existe, vous savez qu'on la note f' de A. Autrement dit, vous avez ici A plus H. F de A plus H. Qu'est-ce que c'est que f de A plus H moins f de A sur H? C'est le coefficient directeur de cette droite. D'accord? Et ce qui se passe si on fait tendre H vers 0, eh bien, on a les points M ici et M'. Lorsque H tend vers 0, A plus H se rapproche de A, et donc le point M' se rapproche de M, et donc, lorsque la dérivée existe, f' de A, c'est le coefficient directeur de la tangente. f' de A est le coefficient directeur de la tangente à la courbe CF au point M de coordonnées à f de A. Bon, ça c'est classique, hein, vous connaissez ça par cœur. Premier rappel. Le deuxième, on dit que f admet un développement limité d'ordre 1 au voisinage de A. Tout ça, vous avez vu ça l'an dernier. S'il existe un réel L et une fonction epsilon telle que f de A plus H c'est égal à f de A plus LH plus H epsilon de H.
avec la limite en 0 de epsilon égale 0. Autrement dit, ça, c'est un petit taux de H. Voilà. Donc, deux définitions, a priori différentes. Dérivable, admet un dl d'ordre 1 au voisinage de A. Dérivable en A. Évidemment, vous savez, depuis l'an dernier, que c'est la même chose. Hein. Dérivable en A. Pardon, je vais réécrire ça. F dérivable en A, c'est la même chose que F admet un dl d'ordre 1 en A. Et qu'est-ce que c'est que L? Eh bien, L, c'est F' de A. Autrement dit, on a F de A plus H, CF de A, plus F' de A, H, plus H, epsilon de H. Autrement dit, localement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que localement, F peut être approché par une droite. La droite, voilà son équation. Hein. Localement, F peut être, entre guillemets, approché par une droite. La droite rouge, qui est au tableau. Si, sur votre écran, si je me place localement autour du point M, la fonction f, je peux l'approcher par la droite rouge. Et l'application qui a h associe f' de a fois h, c'est ce qu'on appelle l'application linéaire tangente. AF en A. Voilà, donc tout ça, ce sont des rappels, tout le monde comprend bien, tout le monde sait ça par cœur. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce chapitre? On va essayer de trouver des applications linéaires tangentes pour des fonctions de plusieurs variables. C'est-à-dire qu'on va essayer d'approcher des fonctions de plusieurs variables par des applications linéaires, localement. Voilà. L'application linéaire ici qui est d'une variable, eh bien pour une fonction de plusieurs variables, on pourra approcher la fonction par une application linéaire de plusieurs variables. Donc on pourra écrire la matrice d'une application linéaire qui approche une fonction f au voisinage d'un point. D'accord? Voilà ce qu'on va faire dans ce chapitre. Je vais d'abord... Monsieur, j'ai une question. Oui, pardon? C'est la limite de epsilon égale 0 en quoi? 0. En 0? Ok. J'ai écrit en dessous. Quand h tend vers 0. Ah oui, quand je t'en... Ok, d'accord. Merci. Donc, je change de page. On va commencer par parler de dérivées partielles. Donc, on considère f une application définie sur un voisinage de A, inclus dans Rn, à valeur dans R. Donc, une fonction qui a x1, xn, associe f de x1, xn. Donc, fonction de n variables. D'accord? Je vais considérer l'application que je vais noter phi indice i,
définie sur un voisinage de 0 inclus dans R, et à valeur dans R, donc une fonction de R dans R. Elle est définie de la façon suivante. À t, proche de 0, on associe phi i de t, et c'est égal, par définition, la fonction est définie par f de a1 à i-1, j'ajoute t à la ième composante à i plus 1 à n. D'accord? Voilà, je définis cette fonction-là. C'est bien une fonction de R dans R, puisque toutes les variables sont fixées, sauf la ième. Voilà. Phi de 0, c'est f de a. Eh bien, si je reprends la définition que j'ai donnée dans le rappel, la définition de dérivable, phi i est dérivable en 0, si la limite, quand t tend vers 0, de phi i de t moins phi i de 0 sur t existe. Et on sait que cette limite, à ce moment-là, si elle existe, elle est notée phi' de 0. D'accord? Or, qu'est-ce que c'est que ce quotient? Or, phi i de t moins phi i de 0 sur t, si je reviens à f, phi i de t, c'est f de a1 à i-1, à i plus t, à i plus 1 à n, moins f de a, moins f de a1 à n, sur t. D'accord? Eh bien, la limite, phi' de 0, qui est la limite de phi de t moins phi de 0 sur t, la limite quand t tend vers 0, eh bien, on note ça, et notée, cette limite, elle est notée df sur dxi en a. Voilà. C'est-à-dire qu'on considère un accroissement uniquement sur la ième variable, toutes les autres variables sont fixées. Voilà ce qu'on appelle df sur dxi en a. df sur dxi en a, c'est la limite quand t tend vers 0 de f de x1, xi-1, ai, pardon. Ah, autant pour moi, c'est bien. A1, ai-1, ai plus t, ai plus 1, à n, moins f de a, sur t. Est-ce que c'est bien compris ce que c'est qu'une dérivée partielle en a? D'accord? Je change de page. Monsieur, je peux pas attendre, s'il vous plaît. Comment? J'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez attendre un petit peu avant de changer de page, s'il vous plaît? Bien sûr. C'est bon, merci, monsieur. Alors, si f maintenant est défini sur un ouvert U, inclus dans Rn, et si df sur dxi en A
existe pour tout A appartenant à U, eh bien, on définit une application de la sorte. Hein. Alors, on définit une application de U dans R qui à X associe DF sur DXI en X. Cette application, elle est notée DF sur DXI. Voilà. Alors, de U, je gomme parce que je vais écrire un petit truc à côté. U, c'est un ouvert de Rn. Voilà. L'application dérivée partielle, c'est l'application qui a tout X de U associe DF sur DXI en X. Ça va, c'est bien compris? On l'appelle donc DF sur DXI et la IM dérivée partielle de F. Et la fonction, c'est une fonction. Hein. Donc, et la fonction IM dérivée partielle de F. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ça veut dire qu'on dérive par rapport à une variable en considérant que les autres sont des constantes. Donc, un exemple tout bête. Un exemple, si je considère la fonction f de R3 dans R, qui a x, y, z associe x2, z3, ln de y, son domaine de définition, c'est R croix 0 plus l'infini croix R. C'est l'ensemble des x, y, z appartenant à R3 tel que y est strictement positif. Voilà. Donc, si je calcule df sur dx en x, y, z, 2x z3 ln de y, df sur dy en x, y, z, ça fait x2 z3 sur y, df sur dz en x, y, z, df sur dz, ça fait 3 x2 z2 ln de y. Et ceci, quel que soit x, y, z appartenant à df. Bon, je pense que là, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Encore que. Est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, je voudrais quand même écrire quelque chose. Attention. Je vais forcément, là, je vais écrire quelque chose, je vais écrire n'importe quoi, mais vous allez quand même essayer de voir où est-ce que c'est n'importe quoi. Je vais prendre une fonction, par exemple, f de xy, c'est x2, par exemple, plus, alors soyez vigilants, x3y4. Voilà. Si je veux calculer, par exemple, f de yx, ça fait y2 plus y3 x4. Si je calcule, par exemple, df de xy sur dx, j'obtiens 2x plus 3x de y4.
D'accord? Et puis, si je calcule, par exemple, la dérivée de l'autre par rapport à x, j'obtiens 4x3, y3. Et puis, ici, si j'échange yx, pardon, je n'ai pas de parenthèse à mettre, eh bien, j'obtiens 2y plus 3 y2 x4. Alors voilà, j'obtiens df sur dy en yx, df de yx par rapport à x, et puis df, voilà, j'obtiens la même chose, deux résultats différents. Alors, à quoi il faut faire attention? Vous voyez que au-dessus, ce genre de notation, on réserve ça aux physiciens et aux chimistes, ça n'existe pas. On n'écrit pas, on ne dérive pas des expressions. Ça n'a pas de sens. On ne dérive pas des expressions. L'écriture df de xy sur dx n'existe pas, n'a aucun sens. D'accord? Df sur dx est une fonction. Autrement dit, on écrit la fonction h et ensuite sa variable sur la même ligne. D'accord? Ça peut être en xy, ça peut être en yx, mais df sur dx est une fonction. Donc on n'écrira jamais, je ne voudrais jamais voir sur une feuille, je ne voudrais jamais voir dans une copie des trucs comme ce que j'ai barré en rouge. On ne dérive pas des expressions. On applique une fonction à une variable. D'accord? Sinon, on fera plein de confusion. Je sais que quelquefois, les physiciens ou les chimistes l'utilisent quand il n'y a pas de confusion possible, mais comme nous, on aime bien étudier un peu les cas pathologiques, forcément, on va se tromper si on ne fait pas attention. Ok, c'est bon, je peux continuer? Alors, je change de page. Un petit exercice pour vous. La fonction f de R2 dans R, qui à xy associe xy2 sur x2 plus y2 si xy différent de 0, le 0 de R2, hein, et 0 si 0 sinon, voilà, en 0. D'accord? Dérivée partielle. Rapidement. Alors, les dérivées partielles, évidemment, il faut les calculer en xy différent de 0 et en 0, 0. Allez-y.
Bien, alors, un petit calcul, ça c'est rapide. Quel que soit xy différent de 0, df sur dx en xy. Donc ça fait y2, x2 plus y2, moins xy2 que multiplie 2x sur x2 plus y2 carré égale x2 y2 moins 2x2 y2 moins x2 y2 plus y4 sur x2 plus y2 carré. Df sur dy en xy égale 2xy x2 plus y2 moins xy2 2y sur x2 plus y2 carré égale 2x3y plus 2xy3 moins 2xy3, donc ça s'annule, sur x2 plus y2 carré. df sur dx en 0, 0, c'est la limite. Je reviens à la définition, puisque, voilà, limite du taux d'accroissement, limite quand h tend vers 0, de f de h 0 moins f de 0, 0 sur h, f de h 0, c'est 0, f de 0, 0, c'est 0, donc ça fait 0. Et df sur dy en 0, 0, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de 0h moins f de 0, 0 sur h, f de 0h, c'est 0. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on va définir, vous savez ce que c'est qu'une application C1 de R dans R. C'est une application continue avec les dérivés continus. On va dire ce que c'est qu'une application C1 pour une fonction de n variables. Définition. F. Alors, je vais en donner deux, local et plus global. F de VA inclus dans Rn à valeur dans R. Non, je vais donner qu'une définition, parce qu'elle ne sert à rien, celle-là, pardon. Donc, définition. F de U inclus dans Rn à valeur dans R, U un ouvert de Rn. On suppose que F admet n dérivées partielles. df sur dxi, i allant de 1 à n, donc elle en admet n sur U. Eh bien, on dit que f est C1 sur U si les n dérivées partielles sont continues. D'accord? Est-ce que c'est bien compris? C'est la définition. Si, par exemple, je reprends l'exemple qui est au-dessus,
Hein, retour sur l'exemple juste au-dessus. Si je calcule df sur dx en 0, 1 sur n, j'obtiens 1. Donc, df sur dx n'est pas continu en 0, 0. F n'est pas C1. D'accord? Au voisinage de 0. Ça va, c'est compris? Alors, elle va être C1 ailleurs, hein, comme somme produit de fonction C1. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de souci ailleurs. Mais elle n'est pas C1 en 0. Elle n'est pas C1 au voisinage de 0. C'est bien compris? Alors, avec df sur dy. Hein. Monsieur, Oui. J'ai juste une petite question parce que dans la définition, vous avez écrit on suppose que admet n et j'ai pas entendu le mot que vous avez dit. On suppose que f, pardon, Ok, merci. dérivé partiel, pardon. Si je calcule df sur dy, par exemple, en 1 sur n, 1 sur n, c'est une suite qui tend vers 0, 1 sur n, 1 sur n, eh bien j'obtiens 2 sur n4 que multiplie 1 sur n2 plus 2 sur n2 au carré, 4 sur n4. Donc 2 sur n4 sur 4 sur n4, 1 demi. Ne tend pas vers 0. Donc même chose. df sur dy n'est pas continu en 0. Donc f n'est pas C1. On a la même conclusion. Une seule suffit évidemment. Ça va? Vous avez des questions? Je continue. Alors, non, un petit rapidement pour vous quand même, parce que c'est intéressant. Je change de page. Exercice. La fonction f de xy égale x3 moins y3 sur x2 plus y2 si xy différent de 0. F de 0, 0 égale 0. Voilà une fonction. Question, est-elle C1 au voisinage de 0? En 0, 0. Voilà. À vous. 2 minutes.
Allez, on y va. C'est fini? On va d'abord calculer df sur dx en xy différent de 0, 0. Donc df sur dx en xy, 3x2, x2 plus y2, moins 2x, x3 moins y3, sur x2 plus y2 carré, égale 3x4, 3x4 moins 2x4, x4, 3x2, y2, moins, par moins, plus 2x, y3. Sur x2 plus y2 carré. Voilà. df sur dx en 0, 0 égale limite quand h tend vers 0 de f de h 0 moins f de 0, 0 sur h. C'est égal à c'est égal à quoi ça df sur dx en 0, 0? À 1. 1. Voilà. Est-ce qu'elle est continue? Eh bien, df par exemple sur dx, df sur dx en 0, 1 sur n, df sur dx en 0, 1 sur n, ben, x égale 0, et puis y égale 1 sur n, et bien vous voyez, ça fait 0. Donc, df sur dx n'est pas continu. D'accord? En xy différent de 0, df sur dy en xy, on obtient moins 3y2 x2 plus y2, moins 2y x3 moins y3 sur x2 plus y2 carré égale moins 3 x2 y2 moins 3 y4 plus 2 y4 moins y4 et plus, non, moins. Et puis on a, alors que je ne me perde pas, moins 2y x3 sur x2 plus y2 carré. df sur dy en 0, 0, c'est la limite, quand h tend vers 0, de f de 0h moins f de 0, 0 sur h, et ça c'est égal à moins 1. Moins 1. Très bien. Et si on calcule df sur dy en 1 sur n0, qui est une suite qui tend vers 0, eh bien, en 1 sur n0, on obtient 0. Donc, df sur dy n'est pas continu. En 0, en tout cas,
un des deux résultats suffit pour dire que f n'est pas C1 au voisinage de 0, en 0, 0. D'accord? Voilà. Avez-vous des questions? Ça va jusque-là? Bien. On va ajouter quelque chose. On va compliquer les choses au fur et à mesure. Je change de page. C'est bon? Non, s'il vous plaît. Hop, vous attendez un peu. Partie suivante. On va parler un peu plus difficile de différenciabilité. D'abord, pour des fonctions à valeur réelle. On verra à la fin du chapitre pour des fonctions à valeur vectorielle. Donc, différenciabilité pour des fonctions à valeur réelle. Qu'est-ce que ça signifie différenciable? Définition. Alors, F défini sur VA inclus dans Rn à valeur dans R. On dit que F est différenciable en A. Si f de A plus H, c'est égal à f de A plus la somme de I égale 1 à N de df sur dxi en A hi plus norme de H epsilon de H avec la limite quand H tend vers 0 de epsilon de H égale 0. Voilà. Ça, c'est la définition F différenciable en A. L'application qui a H associe somme de I égale 1 à N de df sur dxi en A hi, c'est ce qu'on appelle l'application linéaire tangente AF en A. Vous vous rappelez, dans le rappel, on approchait F par quelque chose de degré 1, une droite. Ben là, c'est pareil, localement, voisinage de A, on approche F par quelque chose de degré 1. F de A plus une application linéaire. Vous vous rappelez, dans le rappel, c'était F de A plus F' de A H. L'application qui a H associe F' de A H, c'est une application linéaire. C'était la tangente. Mais là, c'est pareil, on va avoir une application linéaire tangente. On va localement approcher F par une application linéaire. D'accord? Évidemment, cette application, H, c'est proche de 0, donc elle est définie de V0 inclus dans Rn. H, c'est un vecteur, il a une composante à valeur
dans R. Hein, H, c'est H1, H2, Hn. D'accord? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, je vais essayer de faire un dessin, mais sur ce genre d'écran, ce n'est pas facile. Je serai meilleur au tableau, mais bon, je vais essayer quand même. Qu'est-ce que ça veut dire si, par exemple, n égale 2? Si n égale 2, on a une application f de R2 dans R qui, à xy, associe f de xy. Ça se représente très bien dans l'espace de dimension 3. Z égale f de xy, c'est une surface. Hein, si je représente, alors on va essayer de faire ça bien. Voilà, par exemple. X, Y, Z, et la surface Z égale f de xy. Si je me place en un point A, voilà, et vous avez sur la surface ici, et puis là vous avez f de A. D'accord? Qu'est-ce que ça signifie qu'il y a une application linéaire tangente? Eh bien, ça veut dire que localement, il y a un plan tangent. La surface admet un plan tangent. D'accord? D'accord? C'est bien? df sur dxi, alors ici, df sur dx en A, c'est la tangente dans la direction des x, et df sur dy en A, ça va être la tangente dans la direction des y. Alors, ça va être difficile à représenter, mais vous avez par exemple une tangente comme ceci, et une tangente comme cela, deux tangentes. Donc, df sur dx en A, c'est la tangente dans la direction des x. Et puis df sur dy en A, tangente dans la direction OY. D'accord? Voilà. Une application est différenciable, ça veut dire que localement, il y a une application linéaire tangente. Est-ce que je peux changer de page? Vous pouvez attendre un peu, s'il vous plaît? Oui. Je peux changer de page? Oui, c'est bon, merci. L'application, ce qu'on vient de voir, l'application de V0 inclus dans Rn à valeur dans R qui a H associe somme de I égale 1 à N de df sur dxi en A hi, on vient de voir que c'est l'application linéaire tangente. Donc ça, je l'ai écrit à la page précédente. Mais ça porte aussi un autre nom. On dit aussi c'est la différentielle. C'est aussi la différentielle de f en A. Elle est notée df en A. Donc là, vous reconnaissez quelque chose. df en A, c'est une application qui a H
associe somme de i égale 1 à n de df sur dxi en a hi. Autrement dit, df en a. Alors, je ne vais pas remettre de parenthèse parce que normalement, c'est une application, donc il faudrait écrire ça. Mais pour ne pas multiplier les parenthèses, on prend l'habitude de simplement écrire df en a appliqué à h, c'est la somme de i égale 1 à n de df sur dxi en a hi. Voilà ce qu'on appelle la différentielle. La différentielle, c'est aussi l'application linéaire tangente. C'est la même chose. D'accord? Autrement dit, on a f de a plus h. Lorsque f est différenciable, c'est f de a plus df en a h plus norme de h, epsilon de h, avec epsilon, donc une fonction définie sur un voisinage de 0, avec limite en 0 de epsilon égale 0. Voilà. Voilà ce que c'est qu'une application différentielle. Alors évidemment, là, c'est différenciable en un point. Je vais définir sur un ouvert, définition. F de U inclus dans Rn à valeur dans R. F est différenciable sur U. Si f est différenciable en tout point de U. Voilà. Et on définit l'application différentielle qui a H associe df en A de H. Qui a A associe df en A, pardon. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Alors maintenant, je vais voir deux exemples tout simples pour voir comment on fait pour savoir si une application est différenciable. Alors, avant de voir des exemples, une proposition. Mince. Je vais la donner maintenant plutôt que plus tard. Proposition. Vous savez, vous avez vu l'an dernier, que si une fonction est dérivable, alors elle est continue. Et bien, si f est différenciable, alors elle est continue. F de U inclus dans Rn à valeur dans R. F différenciable implique f continu. Donc en A implique f continu en A. En effet, qu'est-ce que c'est que f de A plus h moins f de A? C'est l'application linéaire appliquée à h plus norme de h epsilon de h. Or, on a vu la dernière fois qu'une application linéaire, c'était continu, donc ça tend vers 0 quand h tend vers 0. Et puis ça, évidemment, ça tend vers 0 quand h tend vers 0. Donc, on a bien limite de f de a plus h moins f de a, ou autrement dit, limite de f de a plus h, quand h tend vers 0, c'est f de a. Donc, f est continu. D'accord? Est-ce que je peux changer de page? Non, attendez un peu, s'il vous plaît.
C'est bon. Alors, je vais faire deux exemples tout simples pour voir comment, pour vous montrer comment ça marche. Un exemple, je vais prendre une fonction, la fonction f de R2 dans R, qui, à xy, associe le produit. Je me donne un point AB appartenant à R2, un point quelconque, f est tel, différenciable en AB. Eh bien, pour cela, je vais calculer f de A plus H B plus K moins f de AB. Et je vais essayer d'écrire ça sous la forme d'une application linéaire appliquée à HK plus un norme de HK, epsilon de HK. Évidemment, quand j'écris norme, je n'ai pas précisé, toutes les normes sont équivalentes, donc on peut utiliser n'importe quelle norme. Alors, qu'est-ce que c'est que f de A plus H B plus K moins f de AB? Ça fait A plus H fois B plus K moins AB égale AB moins AB, ça s'annule, il reste AK plus BH plus HK. Voilà, c'est égal à ça. Alors, est-ce que c'est la forme d'une application linéaire associée à HK plus un norme de HK, epsilon de HK? Alors, il y en a une première partie. L'application qui a au couple HK associe AK plus BH, c'est bien une application linéaire. De R2 dans R. On les a suffisamment étudiés, il n'y a pas de problème, on reconnaît bien une application linéaire. Je vais écrire mieux le B parce que c'est un peu... Voilà. Alors maintenant, il faut voir ce qui reste, HK. Est-ce que c'est un norme de HK, epsilon de HK? Bien. Et HK, je peux écrire ça sous la forme racine. Je prends la norme que je veux. Je peux prendre ça, par exemple. Donc, c'est bien norme de HK, puisque racine de H2 plus K2, c'est une norme. Et puis, HK sur racine de H2 plus K2. La question, est-ce que ça tend vers 0? Autrement dit, quelle est la limite en 0 de HK sur racine de H2 plus K2? Voilà, c'est pour ça qu'il faut savoir un petit peu calculer des limites. Alors, si je passe par les polaires, HK sur racine de H2 plus K2, en polaire, c'est inférieur à R2 sur R, c'est inférieur à R. Donc, ça tend vers 0. Donc, on a bien HK, c'est bien un norme de HK, epsilon de HK, avec epsilon qui tend vers 0. Donc, effet différenciable.
Voilà, R croix R étoile. Donc, je fais un petit peu différemment que le cas précédent. Je vais prendre la définition directement. Je vais calculer f de A plus H B plus K moins f de AB moins df sur dx en AB H moins df sur dy en AB K. Et puis, je vais voir si ça, c'est un norme de HK, epsilon de HK. D'accord? Bien. Ça fait donc ça. A plus H sur B plus K, moins A sur B, moins... qu'est-ce que c'est que df sur dx en AB, df sur dx en xy, si je dérive par rapport à x, 1 sur y. Donc, df sur dx en AB, ça fait B, moins h sur B. Ensuite, moins df sur dy en xy. Si j'arrive par rapport à y, ça fait moins x sur y2. Donc, en AB, ça fait moins a sur B2. Moins a sur B2, K. On va mettre sur le même dénominateur qui va être B2B plus K. Voilà. Le calcul, je vous laisse remettre au même dénominateur. On obtient moins K que multiplie BH moins AK. Voilà. Autrement dit, je peux mettre ça sous cette forme-là. Moins K que multiplie, ou je vais mettre plus, AK moins BH sur B2B plus K. Mince. Bien. Eh bien, la question, c'est est-ce que c'est un norme de HK, epsilon de HK? Eh bien, la fonction qui a HK associe AK moins BH sur B2 B plus K, elle tend bien vers 0 quand le couple HK tend vers 0. Il n'y a pas de problème. Au numérateur, si K tend vers 0 et B et H tend vers 0, ben on a bien 0, et puis au dénominateur, ça tend vers B3. Donc 0 divisé par B3, ça tend bien vers 0. Et la deuxième partie, ça, je peux le majorer par le sup de HK. Mince, attendez, je vais faire mes parenthèses comme il faut, et mes valeurs absolues comme il faut. Qui est la norme infinie de HK. Voilà. Autrement dit, on a f de A plus H moins f de A, moins f de A plus H B plus K. Moins f de AB. Oh, j'ai du mal avec mes parenthèses, moins f de AB, moins df sur dx en AB H, moins df sur dy en AB K. Eh bien, en valeur absolue, ça, c'est inférieur ou égal à norme de HK, epsilon de HK. Autrement dit, f est différenciable en AB
et sa différentielle, et df en AB, c'est l'application qui a HK à ceci. On a calculé tout à l'heure, moins H sur B, plus AK sur B2. Et en mettant tout sur B2, AK moins BH sur B2. Voilà sa différentielle. D'accord? Ça veut dire, exemple, si je prends un point particulier, exemple en 1,1, eh bien, 1 plus H sur 1 plus K, F de A plus, eh bien, c'est égal à F de 1,1, ensuite, plus la différentielle, plus H moins K, plus norme de HK, epsilon de HK, avec epsilon qui tend vers 0, quand HK tend vers 0. Donc, vous voyez, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on approche localement une fonction par un polynôme de degré 1, comme pour la dérivée. D'accord? Vous voyez que j'ai 1 plus H sur 1 plus K. J'ai mal fait mon K, mais en bas, c'est un K, en haut, c'est un H. Je suis désolé, mais c'est feutre, je crois que je ne m'y fais pas très bien. C'est pas facile d'écrire avec du plastique sur du plastique. Voilà. Donc, la fonction f de HK, f de 1 plus H, b 1 plus K, autrement dit 1 plus H sur 1 plus K, eh bien c'est 1 plus H moins K. C'est à peu près égal à 1 plus H moins K. Et ce qu'on néglige, c'est un norme de HK epsilon de HK. D'accord? Voilà ce que c'est qu'une différentielle. On approche localement une fonction quelconque par une fonction de degré 1, par une application linéaire. Est-ce que tout le monde comprend bien? Alors, je change de page. Je vais énoncer un théorème, mais je n'ai pas le temps de tout démontrer, donc je ne vais pas le démontrer. Il n'est pas compliqué à démontrer parce qu'on utilise le théorème des accroissements finis, vous avez vu l'an dernier, mais il est assez lourd au niveau indice, donc je l'énonce sans démonstration. F de VA inclus dans Rn a valeur dans R. Eh bien, si F est différenciable, si F est C1, pardon, alors F est différenciable. D'accord? Autrement dit, si les dérivées partielles sont continues, alors F est différenciable. Ça veut dire que si vous reprenez le dessin que j'ai fait dans le plan, s'il y a une tangente dans la direction des x et s'il y a une tangente dans la direction des y et que les dérivées partielles sont continues, alors il y a un plan tangent. Voilà. Mais il faut que les dérivées partielles soient continues parce qu'on peut très bien avoir une tangente dans la direction des x, une tangente dans la direction des y et que la fonction ne soit pas différenciable. Voilà. Donc, ça, on le retient. Si f est C1, alors f est différenciable. Une proposition. L, une application linéaire de Rn dans R. Alors, vous savez qu'une application linéaire, c'est continu, mais en plus, c'est différenciable. Alors, L est différenciable sur Rn. Voilà. On
En effet, ça c'est tout simple à montrer. Soit A, un point de Rn, eh bien, L de A plus H moins L de A, eh bien, c'est linéaire, c'est L de A plus H moins A, c'est L de H. Donc, autrement dit, on a plus, je rajoute 0. Entre parenthèses, epsilon, fonction nulle. Hein, je les rajoute comme ça, hein, pour vous rappeler la définition. Donc, ça veut bien dire que L est différenciable. Parce que la fonction nulle, elle tombe bien vers 0 en 0. D'accord? Une proposition non démontrée, pareil, parce qu'on n'a pas le temps et c'est pas compliqué, mais il faut réécrire des choses avec des epsilon, etc. Proposition, que je vais écrire comme il faut. C'est surtout de la pratique qu'il va falloir faire dans ce chapitre. Donc, je vais considérer f et g des fonctions définies sur VA inclus dans Rn à valeur dans R, alpha et bêta réels. Si f et g, premièrement, si f et g est différenciable, alors alpha f plus bêta g différenciable. Voilà. Si alpha f, si f et g différenciable en a, alors fg, le produit différenciable. Voilà. Troisièmement, si f et g différenciable, alors je vais d'abord prendre simplement g. D'ailleurs, je vais prendre que g parce que c'est une conséquence après. Si g différenciable en A, et g de A différent de 0, alors 1 sur g différenciable en A. Autrement dit, somme, quotient, etc. Somme, produit, quotient de fonctions différenciables, c'est différenciable. Alors évidemment, hein, si f et g le sont, et puis que g est non nul, on fait le quotient, puisqu'on a le quotient, c'est le produit d'une fonction et de son inverse. D'accord? Voilà. Donc ça, on le retient sans démonstration. On en reparlera plus tard de toute façon. Et puis, on n'a pas besoin des formules de la différentielle d'une somme et tout ça, on n'en a pas besoin. Mais ce qu'on fera surtout, c'est des compositions, mais il faut simplement le savoir, que c'est que somme, produit, inverse, quotient de fonctions différenciables, c'est différentiable, comme pour les fonctions dérivables. Voilà. Bien, est-ce que vous avez des questions à poser pour ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Parce que la prochaine fois, on passera à des choses un peu plus techniques où on fera des compositions pour calculer des dérivées partielles. Voilà. Ça va jusque-là? Bien, on va s'arrêter. Puisque la partie suivante, il me faut pas mal de temps. Je ne peux pas la faire en 2 minutes ou 5 minutes. Eh bien, écoutez, je vous dis au revoir. Passez un bon week-end et puis à la semaine prochaine.